Maman a dit, reste loin de Noël, espèce de raté inutile. Alors, c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, sa facture de chauffage n'est pas passée, son internet a été coupé, et son assurance auto a expiré. À 21h47, elle m'a envoyé un texto, s'il te plaît, arrange ça. J'ai juste souri parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Quand ma mère m'a dit ça le 20 décembre, j'étais assise dans ma voiture devant leur maison avec un coffre rempli de cadeaux. Je n'étais même pas encore sorti. Le texto est arrivé alors que je vérifiais les étiquettes une dernière fois. Il n'y avait pas de bonjour, pas d'explication, juste cette seule phrase. Je suis restée assise là pendant une bonne minute à le fixer. La neige venait de recommencer à tomber. Je la regardais s'accumuler sur les marches de leur Porsche, comme si le monde essayait de couvrir quelque chose de laid. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas frappé. J'ai reculé pour sortir de leur allée et j'ai conduit pendant 4 heures d'affilée sans m'arrêter. J'ai atterri dans un hôtel bon marché juste après la frontière de la région. Je me suis assise sur le parking en mangeant un sandwich froid d'une station-service, portant toujours le même pull que j'avais mis ce matin-là vert, festif, avec de petites lumières brodées que ma sœur m'avait mises au défi de porteur. J'avais l'air ridicule, comme quelqu'un qui croyait encore à la famille. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Sophie, j'ai 33 ans, et je suis consultante en logiciel. Je vis à Toulouse, mais j'ai grandi en Bretagne. Mes parents y vivent toujours, dans la même maison de 2 chambres qu'ils ont depuis que je suis enfant. Mon père ne travaille plus depuis des années. Maman a quitté son emploi avant la pandémie et n'a jamais regardé en arrière. Depuis 4 ans, je paie leurs services publics, leurs courses, leurs factures de téléphone. Chaque fois qu'ils rencontraient un problème, j'étais le fond d'urgence. Toujours à un coup de fil près. Et ce n'était pas par culpabilité. Pas vraiment. C'était par devoir. Ils avaient clairement indiqué en grandissant que l'amour était transactionnel. Je ramenais de bonnes notes. Ils me laissaient tranquille. J'ai obtenu une bourse. Ils s'en sont attribués le mérite. J'ai eu une promotion. Ils s'attendaient à des cadeaux. Quand j'ai acheté ma première maison, ma mère a pleuré. Pas parce qu'elle était fière, mais parce que je n'en avais pas choisi une dans leur quartier. Mais ce qui m'a retenu toutes ces années, ce n'était pas eux. C'était ma sœur, Chloé. Elle a 28 ans maintenant, elle étudie pour devenir kinésithérapeute. Brillante, consciente d'elle-même, drôle d'une manière sèche et sarcastique. C'est probablement la seule raison pour laquelle je suis restée saine d'esprit pendant tout le lycée. Pour nos parents, elle est l'enfant chéri. Elle ne peut rien faire de mal. Mais contrairement à la plupart des enfants chéris, elle ne l'a jamais utilisé contre moi. Elle savait qu'ils avaient tort. Elle faisait juste profil bas et essayait de survivre. Et j'essayais de la protéger par tous les moyens, je payais ses manuels, je me portais garante pour son bail. Elle ne demandait jamais, mais elle me remerciait toujours. Alors oui, ce Noël était censé être pour elle. Elle n'était pas rentrée à la maison depuis un moment non plus. Nous allions toutes les deux leur faire la surprise. J'ai conduit 14 heures avec un coffre rempli de choses, des vêtements d'hiver pour tout le monde, un mini-projecteur pour les soirées cinéma, les ingrédients pour son gâteau à la menthe poivrée préférée. J'ai même acheté à maman un collier que j'avais vu dans une boutique d'antiquités à Toulouse. De l'or véritable. Je pensais que peut-être, juste peut-être, cette année serait différente. Mais à la place, je reçois ce texto. Reste loin de Noël, espèce de raté inutile. Je n'ai même pas demandé ce qu'il avait déclenché. Je ne voulais pas savoir. Peut-être qu'elle était en colère parce que je n'avais pas envoyé d'argent la semaine dernière. Peut-être qu'elle était jalouse que je m'en sorte mieux qu'eux. Ou peut-être qu'elle voulait juste blesser quelqu'un, et que j'étais la cible la plus facile. Quelle que soit la raison, cela a finalement fait tilt à ce moment-là. Il ne me voyait pas comme une fille. Il me voyait comme un distributeur automatique de billets ambulants. Le lendemain, j'ai appelé ma banque. J'ai retiré mon nom de l'accès à leur compte, arrêté les paiements automatiques de leurs factures, annulé leur abonnement Internet et bloqué la carte de crédit conjointe que j'avais ouverte pour les urgences. Je ne leur ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Le jour de Noël, Chloé m'a envoyé un texto vers midi pour me demander où j'étais. Elle était assise seule dans leur salon. Pas de décoration, pas de nourriture. Apparemment, maman avait piqué une crise la veille au soir et avait dit « Noël est annulé puisque Sophie se croit trop bien pour nous ».
Je n'ai pas dit la vérité à Chloé. Pas encore. J'ai juste dit qu'un imprévu était survenu. Elle m'a renvoyé un visage triste et a dit, cet endroit est si froid. Littéralement et émotionnellement. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. À 17h42, j'ai reçu une notification de la compagnie d'électricité, paiement échoué. Compte en souffrance. À 19h13, j'ai reçu un courriel de la compagnie d'assurance auto, contrat résilié pour non-paiement. À 21h47, maman m'a envoyé un texto. S'il te plaît, arrange ça. Juste comme ça. Sans contexte, sans excuse, même pas un point d'interrogation. J'ai regardé le message pendant un moment. Puis j'ai éteint mon téléphone et je l'ai posé sur la table de chevet. Je n'étais même plus en colère. Pas encore. Quelque chose de plus froid s'était installé. Pas de la tristesse, pas du chagrin, quelque chose de plus profond, parce qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Je n'ai rallumé mon téléphone que le 26 décembre. Quand je l'ai fait, l'écran s'est illuminé de chaos. 8 appels manqués de maman, 3 de papa, et une série de textos qui commençaient de manière passive-agressive et finissaient quelque part près de l'hystérie. Ça a commencé par « tu dois grandir », a continué avec « après tout ce que nous avons fait pour toi », et s'est terminé par « ne t'attends pas à avoir une famille quand tu seras vieille et seule ». La cruauté était prévisible, presque ennuyeuse. J'ai fixé les messages, puis j'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai glissé, écran vers le bas, sur la table de chevet. Je ne leur devais plus de réponse. Cet après-midi-là, je me suis promené dans le petit centre-ville près de mon hôtel. Les rues étaient calmes, à l'exception du bruit des bottes qui crissaient sur le sel et la neige. J'ai regardé des familles sortir des cafés, riant, tenant des sacs des soldes après Noël. Tout le monde avait l'air normal. Personne ne brûlait les ponts sur des parkings ou ne coupait les ponts avec ses parents par texto. Je me suis demandé combien de ces personnes avaient fait ce que je venais de faire, tracer une ligne qui ne pouvait être franchie. Au moment du Nouvel An, j'avais pris ma décision. Je ne retournerai pas en arrière. Pas en Bretagne, pas dans cette maison, pas dans le rôle qu'ils avaient construit pour moi, la réparatrice, le portefeuille, la fille silencieuse qui assurait le confort de tout le monde. C'était fini. Au début, c'était étrange, comme si je supprimais une partie de mon identité. Pendant des années, j'avais mesuré ma valeur en facture, en retard de paiement, en la petite dose de soulagement quand ils me disaient que c'était passé. Chaque fois que je les aidais, je pensais que je sauvais la famille. Je ne réalisais pas que je ne faisais que prolonger sa décomposition. Et maintenant, elle s'effondrait enfin. Le chauffage de leur maison a lâché en premier, juste après une autre tempête. Ils ont appelé la compagnie d'électricité, mais leur compte était déjà signalé comme délinquant. Quelques jours plus tard, Internet a été coupé. Puis la voiture a été mise en fourrière pour assurance impayée. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt. J'avais simplement cessé d'être leur plan de secours, et tout leur système s'est effondré de lui-même. Chloé m'a envoyé quelques textos ce mois-là. Au début, elle pensait que maman était juste dans une de ses humeurs. Puis elle a réalisé que quelque chose n'allait pas. Elle a dit qu'ils agissaient de manière nerveuse, se rejetant la faute pour les factures, s'énervant pour un rien. Je lui ai tout raconté. Le texto de maman, le coffre rempli de cadeaux que je n'ai jamais pu livrer, les heures que j'ai passées dans leur allée en pensant que j'avais peut-être mal interprété, que c'était une blague. Je lui ai dit comment j'avais finalement décidé de couper les ponts, tous. Elle n'a pas essayé de m'en dissuader. Elle a juste dit « je te crois ». 3 mots. C'était tout. Mais ils m'ont frappé plus fort que tout ce que mes parents avaient jamais dit parce que, pour une fois, quelqu'un dans cette famille voyait réellement ce qui se passait. Vers la mi-janvier, papa m'a laissé un message vocal. Son ton était sérieux mais toujours plein de cette même fierté qui le rendait toujours impossible à aborder. Il a dit que les choses étaient difficiles et que nous devrions peut-être avoir une conversation de famille, avant que les choses n'aillent trop loin. Puis il a mentionné la maison, comment ils pourraient la perdre, comment ils avaient besoin d'un peu d'aide pour se remettre sur pied. Il y avait encore cette supposition, comme si le monde leur devait de la douceur, comme si je ne leur avais pas déjà donné une vie entière de seconde chance. Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai appelé Chloé. Nous avons parlé pendant 2 heures, bien après minuit. Elle m'a tout raconté ce qui s'était passé depuis Noël. Comment maman m'accusait d'avoir gâché les fêtes. Comment papa restait assis dans le salon sombre en marmonnant que j'avais tourné le dos à la famille.
Comment il disait à Chloé de ne pas devenir froide et égoïste comme Sophie. Et la partie qui m'a le plus marqué, Chloé a dit que maman avait peur. Pas en colère, mais peur, parce que pour la première fois, elle réalisait que je ne bluffais pas. Cette même nuit, j'ai passé un autre appel à tante Léa, la sœur aînée de maman, la discrète qui restait toujours en dehors des drames, celle qui m'avait glissé 20 € pour l'essence le jour où je suis parti à l'université parce qu'elle savait que personne d'autre ne le ferait. Elle a répondu dès la première sonnerie. Je lui ai tout raconté, du début à la fin. Elle ne m'a pas interrompu. Elle ne m'a pas dit de leur pardonner. Elle a juste écouté comme personne dans cette famille ne l'avait jamais fait. Quand j'ai fini, elle a soupiré et a dit doucement, il était temps que quelqu'un leur tienne tête. Puis elle m'a dit quelque chose que j'ignorais, que mes parents mentaient sur leurs finances depuis des années. Ils disaient à la famille que je les avais coupés des vivres par cupidité. Ils disaient que j'étais devenue une de ces femmes d'affaires qui se croyaient trop bien pour les siens. Et quand tante Léa avait demandé des preuves, maman avait dit que j'étais mentalement instable. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu de pierre. Je n'avais pas seulement fini de les aider. J'avais fini de protéger leur image. La nouvelle année venait à peine de commencer, mais je savais déjà que ce serait l'année où tout changerait, pour moi et pour eux. En février, ce n'était pas seulement la maison qui tombait en ruine. C'était leur histoire. Tante Léa m'a appelé à nouveau un matin, juste après avoir terminé une réunion avec un client. Elle a dit que maman avait appelé différents membres de la famille pour essayer de clarifier les choses. Sa version était que j'étais devenue émotive, que j'avais explosé lors d'une visite, et que maintenant je les punissais en retenant l'argent. Personne ne l'a cru. Pas plus que notre cousin Julien, qui m'a transféré une capture d'écran d'un message que maman avait envoyé disant « Nous ne savons pas ce qui arrive à Sophie ces derniers temps. » Elle a toujours été imprévisible. Imprévisible. C'était le mot qu'ils utilisaient toujours quand j'arrêtais de faire ce qu'ils attendaient. Mais ils ne savaient pas que cette fois, je ne fixais pas seulement une limite. Je reconstruisais ma vie sans eux. Leur situation continuait de s'aggraver. Chloé a dit qu'ils n'utilisaient plus que des chauffages d'appoint dans 2 pièces. La voiture était toujours hors service. Ils en ont emprunté une à un voisin, mais maman a réussi à érafler une aile en sortant de l'allée, et maintenant ils faisaient face à une affaire de petites créances pour les dommages. Pendant ce temps, j'allais bien, mieux que bien. J'avais trouvé 2 nouveaux clients depuis janvier. J'ai commencé à dormir toute la nuit. J'ai même rejoint la salle de sport, non pas parce que j'essayais de me réinventer, mais parce que j'avais enfin l'énergie de me soucier de quelque chose d'autre que de maintenir la vie de 2 autres personnes. Ce changement de perspective a eu un effet inattendu. Il m'a fait réaliser à quel point les dégâts étaient profonds, comment j'avais passé des années à chercher leur approbation comme si c'était de l'oxygène. Chaque promotion, chaque cadeau d'anniversaire, chaque virement bancaire, tout cela n'était que des pots de vin pour une gentillesse élémentaire qui n'est jamais venue. Chloé a aussi remarqué le changement. Nous parlions plus que jamais. Elle était silencieuse au début, hésitante à admettre à quel point les choses empiraient. Puis un soir, elle m'a dit la vérité. Maman avait commencé à lui demander de l'argent. Pas beaucoup, 20 € par-ci, un peu pour les courses par-là, mais ça commençait. Et Chloé, qui travaillait déjà à temps partiel tout en jonglant avec ses examens finaux, n'avait pas la marge de manœuvre. Elle a dit non. Et maman a explosé. Elle a dit qu'elle devenait exactement comme moi. Égoïste, ingrate. Chloé lui a raccroché au nez. Puis elle m'a appelé en pleurant, non pas parce qu'elle se sentait coupable, mais parce que cela confirmait tout. Il n'y avait pas de fond, pas de limite à la bassesse à laquelle il pouvait descendre s'il s'agissait de rester confortable. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter d'être poli. J'ai commencé à dire la vérité à tous ceux qui me le demandaient. Fini les réponses douces, les explications vagues. Quand oncle Marc m'a appelé de nulle part et a dit qu'il avait entendu dire qu'il y avait des tensions familiales, j'ai répondu, ils m'ont dit de rester loin de Noël et m'ont traité de raté. Alors, c'est ce que j'ai fait. Tout ce qui s'est passé depuis, c'est juste eux qui subissent enfin les conséquences. Il n'a pas su quoi dire. Il a juste marmonné quelque chose sur le fait qu'il espérait que les choses s'arrangeraient. Mais les choses s'arrangeaient déjà, seulement pas pour eux. C'est à peu près à ce moment-là que tante Léa est intervenue plus fermement. Elle a cessé d'être simplement un soutien et a commencé à se faire entendre. Elle a dit à maman sans détour que la façon dont il me traitait était dégoûtante. Elle a dit à papa qu'il devait prendre ses responsabilités au lieu de se cacher derrière sa fierté. Et pour une fois,
Ils n'ont pas pu déformer la vérité parce que Léa avait gardé des preuves, captures d'écran, messages vocaux. Ils ont aussi essayé de la culpabiliser, mais Léa n'a pas cédé. Elle leur a dit, c'est ce qui arrive quand on mord la main qui vous nourrit. Et c'est là que les appels ont commencé. D'abord papa, puis maman, puis les deux. Des messages vocaux, des textos, des petites miettes de quelque chose qui ressemblait à du regret mais n'arrivait jamais tout à fait à une véritable excuse. Des choses comme « Nous avons beaucoup réfléchi à la façon dont les choses se sont passées » ou « Nous n'avons jamais voulu te faire de mal » ou le plus insultant « Passons simplement à autre chose après tout ce drame. » Un drame. Comme si ce n'était pas ma vie. Comme s'il ne m'avait pas humilié, menti à mon sujet, utilisé, puis jeté quand j'ai arrêté de donner. Chloé voulait croire qu'ils essayaient. Elle disait qu'ils commençaient peut-être à voir la vérité, que peut-être après tout ça ils changeraient enfin. Je lui ai dit que je me fichais qu'ils changent parce que le mal était déjà fait, et que je n'étais pas intéressé à reconstruire quelque chose qui n'aurait jamais dû exister de cette manière. À la mi-février, les choses étaient devenues calmes, suspectement calmes. Plus de messages vocaux, plus de textos. Même tante Léa n'avait pas appelé depuis quelques jours. J'ai pensé que mes parents acceptaient peut-être enfin la situation, la perte, le silence, le fait que j'en avais fini d'être leur gagne-pain gratuit. Puis les lettres ont commencé. Elles arrivaient dans des enveloppes blanches unies. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une écriture désordonnée et inégale que je n'ai pas reconnue au début. La première est arrivée un mercredi. À l'intérieur, il y avait une lettre de 2 pages supposément de ma mère. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas de « je suis désolé ». Pas de prise de responsabilité. Juste un méli-mélo d'explications, d'excuses, de vagues allusions sur le fait que les fêtes étaient émotionnellement compliquées, que des choses avaient été dites dans le feu de l'action, et que j'avais mal interprété l'intention. Mal interprété l'intention. Cette femme m'avait littéralement dit de rester loin de Noël parce que j'étais une ratée. Je n'avais rien mal interprété. Alors, j'ai continué à lire, principalement parce que je n'arrivais pas à croire le niveau de manipulation psychologique. Ce n'était pas seulement ce qu'elle écrivait, c'était ce qu'elle omettait. Il n'y avait aucune mention de Chloé, de ce qu'il lui avait fait subir. Aucune reconnaissance des mensonges qu'ils avaient racontés aux autres membres de la famille. Juste un coup de pouce doux et manipulateur vers le pardon, comme si j'étais la personne déraisonnable pour avoir fixé une limite. 3 jours plus tard, une autre lettre est arrivée. Écriture différente. Celle-ci était de mon père. Il n'a pas tourné autour du pot. Son ton était froid, sec. Il disait que maman n'était plus la même depuis Noël, qu'elle dormait plus, oubliait des choses, sautait des repas. Il a dit, tu as fait valoir ton point de vue, mais ta mère ne va pas bien, et je ne peux pas faire ça sans toi. Et cette phrase m'a marqué parce que, pour la première fois en des semaines, j'ai hésité. J'ai appelé Chloé. Elle a répondu tout de suite, et je lui ai demandé directement, est-ce que maman est malade? Elle a dit, peut-être. Elle n'en était pas sûre. Maman n'allait pas bien. C'était vrai. Plus lente, ailleurs. Elle était allée aux urgences après avoir failli s'évanouir mais était partie avant qu'il ne fasse des tests. Et puis elle avait commencé à dire des choses étranges, comme oublier l'emploi du temps des cours de Chloé, l'appeler par le mauvais nom. Ça semblait grave, et je détestais ça. Ça m'a fait ressentir quelque chose parce qu'après tout ce qu'ils avaient fait, je n'étais toujours pas sans cœur. Alors, j'ai fait un choix. Contre mon meilleur jugement, je suis monté dans ma voiture et j'ai fait les 12 heures de route pour retourner en Bretagne. Je n'ai prévenu personne. J'avais juste besoin de voir par moi-même. Je suis arrivé dans l'allée tard dans la nuit. La maison avait l'air sombre, plus petite en quelque sorte. Il y avait des sacs poubelles sur le porche et un vieux ventilateur renversé dans la neige. J'ai frappé. Pas de réponse. J'avais encore une clé. Je suis entré. La maison était froide, silencieuse, le genre de silence qui semble anormal. Puis j'ai entendu des pas. Maman est arrivée dans le couloir, enveloppée dans une couverture. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle allait pleurer, ou s'effondrer, ou me serrer dans ses bras. Au lieu de ça, elle avait l'air agacée. Elle m'a demandé pourquoi j'étais là. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle a cligné des yeux. A dit qu'elle allait bien. M'a demandé à nouveau pourquoi j'étais arrivé à l'improviste. J'ai dit que j'avais reçu sa lettre. Elle m'a regardé, confuse.
A dit qu'elle n'avait pas envoyé de lettre. Je suis resté là, à essayer de comprendre. J'ai sorti l'enveloppe, je la lui ai montrée. Elle l'a regardée comme si c'était une liste de courses. A dit qu'elle ne l'avait pas écrite, qu'elle ne savait même pas que papa avait envoyé quoi que ce soit. Et juste comme ça, le dernier soupçon de doute s'est brisé. Ce n'était pas son écriture. Ce n'était pas sa voix. C'était la sienne. Il avait écrit les 2 lettres, simulé ses excuses, simulé son inquiétude, utilisé sa maladie quelle qu'elle soit comme un appât pour me faire revenir. Je n'ai rien dit d'autre. Je suis parti, j'ai conduit à plusieurs kilomètres de la ville, je me suis garé sur un parking d'hypermarché, et je suis resté assise là dans le noir. Ce n'était même plus de la rage. C'était quelque chose de plus vide, comme si je venais de voir le dernier masque tomber. Et la personne en dessous n'était pas quelqu'un que je connaissais. J'ai appelé Chloé le lendemain matin, je lui ai tout raconté. Elle n'a même pas semblé surprise, juste fatiguée. Elle a dit qu'elle avait aussi remarqué des choses, de petites manipulations, des choses qui ne collaient pas papa lui chuchotant une chose, et une autre à maman. C'est là que nous avons réalisé quelque chose. Ils nous montaient les unes contre les autres, et ce depuis des années. Plus tard dans la journée, tante Léa a appelé, a dit qu'elle venait en ville. Elle en avait assez entendu. Ce à quoi aucun de nous ne s'attendait, c'est ce qu'elle découvrirait en arrivant et à quelle vitesse tout allait dégénérer. Tante Léa n'a prévenu personne de sa venue. Elle est simplement arrivée un samedi matin et a marché droit jusqu'à leur porte. Chloé était déjà là. Elle était passée déposer quelques courses, essayant d'aider de petites manières sans se laisser aspirer dans le tourbillon. Quand Léa a frappé, papa a répondu. Selon Chloé, son visage s'est décomposé. Il ne s'attendait pas à la voir, et il n'était certainement pas prêt pour ce qu'elle avait apporté avec elle. Un dossier, juste un simple dossier en manille, épais et usé. À l'intérieur se trouvaient des copies de relevés bancaires, des impressions de courriels, des captures d'écran de textos des années de petites choses que Léa avait discrètement rassemblées lorsqu'elle avait remarqué des schémas qui ne lui semblaient pas corrects. Mais elle ne l'avait montré à personne. Pas jusqu'à maintenant. Elle lui a dit de s'asseoir. Elle a tout étalé sur la table. Les paiements que j'avais envoyés et qu'il prétendait n'avoir jamais reçus. Les cadeaux qu'il disait que je n'avais jamais achetés. L'argent qui avait disparu. Et puis la partie que personne n'avait vu venir, elle avait des copies de chèques que mon père avait rédigés du compte de ma mère à lui-même. Des milliers d'euros. Chloé m'a appelé juste après. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'incrédulité. Il s'est avéré que maman avait agi étrangement, mais ce n'était pas une maladie. C'était de la confusion. Elle n'était pas au courant des transferts d'argent. Elle pensait qu'elle était oublieuse, qu'elle perdait la tête. Mais c'était lui. Il l'avait manipulée, elle aussi. Discrètement, vidant son compte, changeant les mots de passe, interceptant le courrier, la rendant dépendante de lui tout en disant au reste de la famille qu'elle était malade et instable. Il avait même dit à Chloé à un moment donné, « Ne fais pas confiance à ta mère avec tes informations bancaires. Elle perd les pédales. » Mais elle ne perdait pas les pédales. Elle était manipulée. Quand tante Léa l'a confronté, il n'a pas nié. Il s'est levé, est allé dans la cuisine et a claqué la porte. Maman est restée assise en silence pendant près d'une demi-heure. Chloé a dit qu'elle ressemblait à quelqu'un qui se réveillait d'une anesthésie. Elle n'a pas dit un mot. Et puis lentement, elle a commencé à poser des questions à Chloé, à Léa. Elle voulait tout savoir. Qui avait payé quoi, depuis combien de temps cela durait, pourquoi Sophie moi avait vraiment arrêté de venir. Et quand Chloé lui a dit, elle a pleuré. Les premières vraies larmes que Chloé a dit avoir jamais vues de sa part. Pas des larmes dramatiques, juste des sanglots calmes et constants, comme si quelque chose en elle s'était brisé en deux. Un jour plus tard, j'ai reçu l'appel. Ce n'était pas de maman ou de papa. C'était de Léa. Elle a dit qu'ils essayaient de réparer les choses, que maman voulait me parler, vraiment parler. Que papa avait quitté la maison et que personne ne savait où il était allé. Je suis resté longtemps avec cet appel en tête. J'ai pensé à tout. Aux décennies de silence, d'être utilisés, de les couvrir tous les deux pendant qu'ils tordaient la vérité. Et je savais ce qu'ils attendaient tous de moi, que je pardonne, parce que l'histoire changeait. Papa était maintenant le méchant. Maman était la victime. Chloé était la médiatrice. Léa était la protectrice. Et moi?
J'étais celle qui gardait encore de la rancune. Mais voilà le truc. Ce n'était pas de la rancune. C'était une décision. Une décision finale. J'ai dit à Léa que je l'appréciais, que j'étais reconnaissante que Chloé m'ait soutenue, mais que je ne rentrerais pas à la maison. Pas maintenant. Jamais. Et les retombées ont été rapides. Chloé était abasourdie. Elle n'a pas crié, mais je pouvais sentir dans sa voix la déception. Elle a dit que maman essayait vraiment, que je ne pouvais pas la blâmer pour tout. J'ai dit que ce n'était pas le cas, mais qu'elle l'avait regardé faire et qu'elle était restée silencieuse pendant des années, et que cela la rendait tout aussi responsable. Il y a eu un moment de silence. Puis Chloé a dit, « Je suppose que je ne m'attendais pas à ce que tu sois si froide. » J'ai répondu, « Je ne m'attendais pas à ce que vous vous en souciez autant maintenant. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé parce qu'en fin de compte, je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste m'en sortir. » Le silence après mon dernier appel avec Chloé ne ressemblait pas à de la paix. Il ressemblait à une scène vide après le départ des acteurs. Froid, résonnant, inutile. J'avais passé tellement de temps à imaginer que couper les ponts avec eux serait libérateur. Et ça l'a été, au début, mais ensuite est venue la deuxième vague, la partie dont on ne vous parle pas, le jugement. Ça a commencé subtilement. Quelques cousins ont cessé de répondre à mes messages. Un collègue qui me suit sur Instagram a fait un commentaire étrange sur le fait d'être forte, même quand votre famille vous laisse tomber, comme si j'avais posté à propos d'une petite dispute, pas d'une désintégration complète. Puis le texto de groupe est arrivé. Chloé l'a envoyé, long, soigneusement formulé. Elle disait que maman allait voir un conseiller, qu'elle avait commencé à tenir un journal, qu'elle parlait de moi chaque semaine, et que c'était le seul moment où elle pleurait vraiment. Elle disait que papa vivait ailleurs maintenant, et qu'il avait fait beaucoup de dégâts que tout le monde avait ignorés pendant trop longtemps. Puis est venue la phrase qui m'a marqué, « Elle n'est pas parfaite, mais elle n'est pas non plus l'ennemi. Tu es la seule pièce qui manque encore. » Comme si j'étais un puzzle, comme si je devais me réinsérer dans l'espace qui m'avait dévoré pendant des décennies. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, tante Léa a appelé. Elle semblait différente. Pas en colère, mais déçue. Elle a dit qu'elle comprenait toujours pourquoi j'étais parti, mais que les gens peuvent changer. Que peut-être que ce n'était plus à propos d'eux. Peut-être qu'il s'agissait de moi, que je devais lâcher le passé. C'est là que j'ai réalisé qu'il déplaçait à nouveau le blâme. Pas directement, pas durement, juste assez pour faire croire que mon refus de revenir était le nouveau problème. Comme si j'étais maintenant celle qui brisait la famille. Mais voici la vérité, la famille était déjà brisée. J'ai juste arrêté de recoller les morceaux avec ma propre peau. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courriel de ma mère. Objet, parlons. Une seule phrase à l'intérieur, je sais que je t'ai fait défaut, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et c'est à ce moment-là que c'est finalement devenu clair. Elle ne comprenait toujours pas, parce que la question n'a jamais été de savoir si elle m'aimait. La question était de savoir à quel point cet amour ne m'a jamais protégée. À quel point il a été souvent utilisé comme un outil pour me garder obéissante, pour me faire taire, comment il ne s'est jamais interposé entre moi et les choses qui faisaient mal. C'était juste une autre excuse pour exiger plus de moi. J'ai supprimé le courriel, non par cruauté, mais par nécessité, parce que je savais ce qui viendrait ensuite, le déluge de chantages affectifs, la culpabilité, la pression d'être la personne la plus mature. La même histoire en boucle. Mais pas cette fois. On dit que lorsqu'on coupe les ponts, c'est une explosion. Mais en réalité, c'est plutôt une lente décomposition d'invitations, de nouvelles, de noms de moins en moins mentionnés jusqu'à ce que vous deveniez une histoire que personne ne sait comment raconter. Je suis devenu cette histoire, la fille ingrate, la froide, l'égoïste. Même Chloé, qui m'avait autrefois cru, a commencé à s'éloigner. Elle a cessé d'envoyer des nouvelles. J'ai entendu dire qu'elle avait reçu une offre d'emploi dans l'Ouest. Je l'ai félicitée. Elle n'a pas répondu. Maintenant, c'est moi le problème. Celle qui ne pardonne pas. Celle qui ne passe pas à autre chose. Celle qui avait tout un emploi stable, une vie confortable et qui a quand même choisi l'amertume. Mais la vérité est plus simple qu'il ne le voudrait. J'ai simplement arrêté d'accepter la douleur comme le prix de l'amour. C'est tout. Ils sont en colère maintenant. Tous. Et je comprends pourquoi. Ils pensaient que je serais toujours là, soutenant discrètement le toit pendant que le feu se propageait en dessous.
Mais je suis parti. Et ils ne supportent pas que la maison s'effondre sans moi. Je ne reviendrai pas. Pas pour un anniversaire, pas pour des vacances, pas pour un enterrement. Parce que la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est la façon dont les gens sont présents quand ça compte. Et quand j'étais assise seule devant leur maison avec un coffre rempli de cadeaux et un texto qui me traitait de raté, ils m'ont montré exactement qui ils étaient. Maintenant, ils vivent dans les décombres de leur choix. Et je ne suis pas là pour reconstruire. Je construis enfin quelque chose pour moi.